C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le jour d'après au Bénin, au lendemain d'une tentative de coup d'État, la vie reprend son cours. Les putschistes sont toujours en cavale et les officiers pris en otage libérés. Ce putsch a avorté notamment grâce à l'intervention du Nigeria. À la demande des autorités béninoises, l'armée nigériane a mené des frappes contre les positions des putschistes. Nous en parlerons dans un instant avec notre correspondant à Abuja, Moïse Gomis. La CEDEAO doit également se déployer au Bénin. L'organisation sous-régionale a été sollicitée, mais une procédure doit être respectée avant tout déploiement. Les détails à suivre. Enfin, cette accusation du président congolais contre le Rwanda à moins d'une semaine de l'accord de Washington pour Félix Tshisekedi. Kigali viole ses engagements. Déclaration faite lors d'un discours à la nation alors que le M23 soutenu par les forces rwandaises continue sa progression vers le Burundi. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Le Bénin a failli basculer ce dimanche. Le pays a déjoué une tentative de coup d'État. Les putschistes avaient annoncé destituer le président Patrice Talon avant que leur tentative de putsch soit empêchée. Ce lundi, la vie reprend son cours, même si plusieurs personnes ont été tuées lors de cette tentative avortée. Kalidoussi. Retour au calme ce lundi matin à Cotonou. Dans les rues de la capitale économique béninoise, la circulation a repris, tandis que les populations vaquent à leurs occupations. Je remercie l'armée béninoise qui a effacé cette honte pour le Bénin, qui a sauvé la nation béninoise. Ça dit pour moi, et cet échec des putschistes. On est soulagé parce que l'ordre républicain a été rétabli. Mais dans l'avenir, il faut éviter que pareille chose n'arrive. Le chef de l'État doit dialoguer et prendre en compte la plupart de ces revendications et pour que le pays reste en paix. Le palais présidentiel, théâtre d'affrontements la veille, est sécurisé par des militaires de la garde républicaine. C'est devant ce bâtiment qu'est réapparu le président Patrice Talon dimanche soir, après des heures de haute tension, avant de s'exprimer à la télévision nationale. Un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Quelques heures plus tôt, une tentative de coup d'État a été déjouée par les autorités béninoises. Un groupe de 8 militaires armés apparaît à la télévision nationale, le Comité militaire pour la refondation, qui annonce destituer le président Talon. Ils justifient leur acte par la dégradation de la situation sécuritaire au nord du pays et accusent le président de bafouer les libertés fondamentales. Pour neutraliser les putschistes, le gouvernement béninois a fait appel à l'armée nigériane qui a mené des frappes aériennes sur Cotonou et déployé des militaires au sol. Plus tôt dans la journée, sur mes ordres, les forces armées nigérianes se sont vaillamment dressées en tant que défenseurs et protecteurs de l'ordre constitutionnel en République du Bénin. Des forces qui doivent être rejointes par des troupes venues de Sierra Leone, de Côte d'Ivoire et du Ghana, envoyées par la CEDEAO. Quant aux auteurs de la tentative de putsch, une douzaine de militaires ont été arrêtés selon des sources sécuritaires, alors que son commanditaire, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, est activement recherché. Vous l'avez entendu, la tentative de coup d'État a été déjouée, notamment grâce à l'intervention du Nigeria. Pour en parler, on retrouve tout de suite à Abuja notre correspondant Moïse Gomis. Moïse, bonsoir. Dans quel cadre le pays a pu intervenir? Le rôle du Nigeria a-t-il été déterminant? Il a été très clairement déterminant et la proximité géographique du Nigeria avec le Bénin a favorisé le succès pour l'instant de cette opération, de ce coup d'État qui a été déjoué. Les militaires nigérians qui d'abord sont intervenus sur l'espace aérien du Bénin avec des jets qui ont décollé des bases aériennes nigérianes qui étaient à proximité du Bénin. Et puis des soldats, des garnisons dans le sud-ouest du Nigeria, à proximité de Lagos. Il faut savoir que Lagos, c'est à moins de 120 km de Cotonou. Et donc ça a été assez facile pour les militaires
nigérians de se déployer, mais il a fallu d'abord une décision politique du commandant en chef, Bola Ahmed Tinubu, qui, en recevant un appel de détresse des autorités béninoises, a tout de suite demandé à ses troupes de se déployer sur le terrain, d'abord sur l'espace aérien, puis ensuite sur le terrain. Et puis, il y a eu cette réunion des chefs d'État de la conférence de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO qui se sont réunis très rapidement par visioconférence, et le président de la Sierra Leone, qui préside ce cercle des chefs d'État de la CEDEAO, a activé le déploiement de cette force d'attente qui, depuis plusieurs années, était sur le chemin de pouvoir intervenir lors de coups d'État. Et là, effectivement, la CEDEAO donc, a couvert cette opération qui a été menée très concrètement par les hommes du Nigeria, les militaires du Nigeria. Merci beaucoup Moïse Gomis, notre correspondant à Abuja. Qu'en est-il du coup de la force de maintien de la paix de la CEDEAO? Comment intervient-elle sur les terrains de la sous-région? Quelles sont ses capacités? Les explications de Jean Barrère. Ils sont les garants du maintien de la paix en Afrique de l'Ouest. La force en attente de la CEDEAO, aussi appelée Casque Blanc, a été mobilisée au Bénin à la demande du gouvernement après une tentative de coup d'État. Des militaires de pays voisins sont ainsi en cours de déploiement. Ce n'est pas la première fois que ce contingent est utilisé. Depuis la création de la force en attente de la CEDEAO en 1990, ces troupes sont intervenues au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire ou encore au Mali en 2013 pour soutenir le gouvernement face aux avancées des rebelles islamistes. Plus récemment, en 2017, la CEDEAO est intervenue en Gambie où le président sortant Yahya Jammeh refusait de reconnaître sa défaite. Lors du coup d'État au Niger en juillet 2023, la force était supposée intervenir pour libérer le président Bazoum, mais n'a finalement jamais été mobilisée. Car son déploiement au sein de pays membres n'est pas toujours évident. Il se fonde sur l'article 25 du protocole de 1999 relatif au maintien de la paix et de la sécurité, mais nécessite l'approbation des différents membres de la CEDEAO qui doivent également financer ce déploiement. Il existe aussi un risque pour la stabilité régionale. 3 membres ont d'ailleurs quitté l'organisation suite à des coups d'État, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Restent désormais 12 membres, 2 étant actuellement suspendus, la Guinée et la Guinée-Bissau. Au total, ce sont près de 2000 hommes qui la composeraient, même si le chiffre exact ne nous a pas été communiqué par la CEDEAO. Leur intervention aurait cette fois-ci permis d'éviter un coup d'État. Et la situation au Bénin qui s'est invitée à la cérémonie d'investiture d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. 45 jours après son élection, Alassane Ouattara a prêté serment à Abidjan devant un parterre de chefs d'État et de délégations étrangères. Il est officiellement président de la Côte d'Ivoire pour la 4e fois. Les précisions de Julia Guggenheim. Main gauche sur la Constitution, main droite levée, Alassane Ouattara a prêté serment ce lundi, jurant d'incarner l'unité nationale. Il a promis d'être le président de tous les Ivoiriens avant de revenir sur les défis qui l'attendent pour les 5 prochaines années. La menace terroriste ou la sécurité alimentaire, mais surtout, je le cite, l'environnement sous-régional qui reste fragile alors que le Bénin, qui a subi une tentative de coup d'État ce dimanche, était dans tous les esprits ici à Abidjan. Sa vice-présidente qui devait participer à l'investiture a finalement annulé sa venue. 11 chefs d'État africains étaient néanmoins présents. Bassirou Diomaye Faye pour le Sénégal notamment, ou encore le Gabonais Brice Oligui Nguema. En ce qui concerne les autres délégations, Donald Trump avait envoyé son sous-secrétaire d'État aux affaires économiques, tandis que la France était représentée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Ce 4e mandat sera celui du renouvellement générationnel, a promis Alassane Ouattara à la fin de sa prise de parole. Pour rappel, ce nouveau mandat est contesté. Il est considéré comme anticonstitutionnel par une partie de l'opposition. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda n'a pas apaisé les tensions entre les deux chefs d'État. Ce lundi, le président congolais Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda de ne pas respecter ses engagements. Dans le même temps, la situation dans l'Est se détériore. La correspondance d'Aurélie Bazara-Kibangula à Kinshasa.
Les accords de paix de Washington n'auront porté que très peu d'espoir de faire taire les armes. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a dit dans son allocution. La situation sécuritaire ne cesse de se dégrader dans le sud Kivu. Le président affirme que le Congo vit l'une des périodes les plus sombres de ces dernières décennies et il a de nouveau accusé le Rwanda. Force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. Ces combats opposent la FCM 23 soutenue par des troupes rwandaises et l'armée congolaise appuyée par des bataillons burundais et des groupes armés locaux. Des combats qui ont lieu sur la route menant à Uvira, ville frontalière avec le Burundi et sous contrôle des autorités congolaises. Alors dans son discours, Félix Tshisekedi a dénoncé les souffrances des populations de l'Est et salué la bravoure des militaires au front, malgré, dit-il, des conditions logistiques et opérationnelles difficiles. Le CICR, lui, a lancé l'alerte. Des familles se retrouvent piégées sur plusieurs lignes de front. Selon l'organisation, il y a de nombreux blessés et des déplacements massifs de population. Et puis le Burundi dénonce également des attaques du Rwanda sur son sol et reproche à son voisin son attitude belliqueuse. Fin de citation. Vous l'avez entendu, le M23 soutenu par l'armée rwandaise progresse dans l'est de la République démocratique du Congo et menace désormais la ville d'Uvira aux portes du Burundi où des centaines de soldats congolais et burundais ont fui et où ils se sont également réfugiés. Le soulagement au Nigeria, plus de 2 semaines après leur enlèvement, une partie des élèves d'une école catholique du centre-nord du pays ont été libérés. Ils ont été reçus ce lundi par le gouverneur de l'État de Niger avant de retrouver leur famille. Ce procès au tribunal de Kempton Park, près de Johannesburg. Les mis en cause sont accusés de faire partie d'un réseau de recrutement de Sud-Africains engagés pour aller se battre aux côtés des forces russes en Ukraine. Les 5 suspects ont été libérés sous caution. Les explications de Caroline Dumais. 5 personnes sont jugées au tribunal d'instance de Kempton Park, accusées d'avoir enfreint le Foreign Military Assistance Act, qui est une loi qui empêche les Sud-Africains d'aller se battre à l'étranger sans accord préalable du gouvernement. Parmi ces 5 personnes, il y a une journaliste et un homme de 46 ans qui sont donc accusés d'avoir recruté des jeunes gens pour l'armée russe, des jeunes gens qui ont été arrêtés à l'aéroport de Johannesburg le 28 novembre dernier en direction de la Russie. L'ambassadeur d'Ukraine en Afrique du Sud suit cette affaire de très près. Ces gens-là voient les Africains comme de la chair à canon à envoyer sur la ligne de front. C'est ce que l'Empire russe fait en ce moment. C'est particulièrement horrible et cynique. Cette affaire intervient alors qu'il y a un autre scandale de jeunes envoyés en Russie, un scandale qui implique le MK, Umkhonto we Sizwe, le parti de l'ancien président Jacob Zuma. Sa fille, Doudou Zile, est accusée d'avoir envoyé en Russie 18 jeunes garçons. Ils ont été recrutés originellement pour avoir une formation de sécurité et ils se retrouvent sur le front en Ukraine. Nous avons parlé au père de l'un d'entre eux qui n'a pas de nouvelles de son fils depuis le mois d'août. Tous les parents espèrent que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les Sud-Africains reviennent au pays. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Tu vois, avec tous les pornos que t'as regardés dans ta vie, tu te dis pourquoi ma copine elle crie pas, moi je suis pas bien, c'est comment? Ouais, t'as l'impression que je fais pas ce qu'il faut, parce que genre, est-ce que je dois faire ça pour lui donner du plaisir? C'est des gens super beaux, super musclés, c'est pas moi, tu vois. Mais même les lèvres qui dépassent pas, qui sont toutes roses, aucun poil, tout ça. En fait, le porno, c'est comme une drogue un peu, tu vois. Ça fait plaisir, mais on sait que c'est pas bien. Bah certes, c'est pas bien, mais en fait, tout le monde le fait. Quoi qu'ils en disent, les images ont toujours un impact, aidons-les à ne pas subir.